Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le Catulu de la semaine où je vais vous parler de 4 livres, 2 audios, un e-book et un papier. Alors oui, vous allez me dire, 2 livres audio dans la semaine, c'est beaucoup. Oui, certes. Mais quand tu n'as pas de transport, tu vas à pied. Et quand tu es à pied, tu écoutes des livres audio. Voilà. Donc, j'ai donc écouté 2 livres audio. Enfin, j'ai terminé d'en écouter un et j'en ai écouté un en entier. Donc, je vais vous parler donc du premier. Il s'agit donc de L'énigme de la Stuga de Camilla Grebe, dont je vous mettrai ici la petite vignette. Alors, c'est le deuxième roman de Camilla Grebe que j'écoute. Le premier, c'était L'horizon d'une nuit que j'avais écouté, je crois, l'année dernière, que j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé le style de l'autrice. Donc, j'ai pas pu résister et j'avais demandé ce service presse audio sur NetGalley. Et donc, on est ici en Suède, donc. Et on a une famille, on a Linke qui travaille dans une maison d'édition. Elle a épousé un écrivain et ils ont eu 2 enfants, des jumeaux, 2 garçons. Donc ils vivent vraiment leur meilleure vie. Et le soir, ils vont faire une fête dans leur maison. Ils vont inviter beaucoup de monde, des amis du monde de l'édition et la meilleure amie des garçons, Bonnie. Donc la soirée se passe très bien. Et les garçons vont dormir dans la Stuga. Alors la Stuga, c'est une petite maisonnette qui se trouve au bord d'un lac. Donc ils dorment là, c'est un petit peu leur fief aux garçons, et ils vont dormir là-bas avec leur copine Bonnie. Ils vont passer la soirée entre jeunes, ils vont écouter de la musique, machin, tout ça. Bref, la soirée se passe, et le lendemain, Linke va découvrir le corps sans vie de Bonnie. Elle a été étranglée. Très vite, les soupçons se portent d'abord sur un des garçons, parce que la Stuga était fermée de l'intérieur, donc personne n'a pu rentrer. Donc, voilà, la seule explication possible, c'est que l'un des 2 garçons a étranglé la pauvre gamine. Mais Linke est persuadée que ces garçons sont innocents. On va en arrêter un, on va en mettre en garde à vue un, puis le deuxième. Donc, ils vont se retrouver tous les 2 en détention provisoire. Et le quotidien et la vie de cette famille va être bouleversée. Et on se retrouve au détour d'un chapitre. Le roman commence 8 ans plus tard. Il commence 8 ans plus tard et on retrouve Linke qui a été arrêtée. On la retrouve dans elle subit un examen médico-légal, une légiste vient faire les constatations et les premiers prélèvements d'usage, et elle demande à parler à l'enquêteur qu'elle a rencontré 8 ans plus tôt lors de la mort de Bonnie, et elle ne veut parler qu'à lui. Et donc, on va alterner comme ça, de chapitre en chapitre, sur ce qui s'est passé au moment du meurtre de Bonnie et 8 ans après, quand elle se retrouve face à face à l'enquêteur. Et voilà, on va se retrouver comme ça, et petit à petit, on va découvrir ce qui s'est passé 8 ans plus tôt. Et voilà, ce qui s'est passé 8 ans plus tôt va avoir un lien avec ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, mais ça, on l'apprend vraiment au fur et à mesure du récit, au fur et à mesure des chapitres. Et j'ai trouvé que dans L'énigme de la Stuga, on était dans la même construction narrative que dans L'horizon d'une nuit. À savoir, le roman commence au présent, mais on alterne les chapitres sur ce qui s'est passé quelques temps auparavant. C'est exactement le même schéma narratif. C'est la réflexion que je me suis faite moi en lisant le roman. Et comme dans L'horizon d'une nuit, j'ai deviné la fin. J'ai deviné ce qui s'était passé 8 ans plus tôt. Alors, j'ai pas deviné ce qui s'était... Voilà, oui,
inconsciemment, j'ai deviné ce qui s'est passé à l'heure d'aujourd'hui, mais pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai deviné qui était réellement responsable de ce qui s'était passé 8 ans plus tôt. Et bon, ça n'a pas gâché mon plaisir de lecture, bien au contraire. Je me suis dit, ah chouette, finalement, je ne deviens pas si mauvaise que ça, finalement, dans les enquêtes. Je devrais peut-être me recycler, allez savoir. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup aimé le personnage de Linke, qui est une femme qui va vraiment se battre jusqu'au bout pour prouver l'innocence de ses fils. Elle va vraiment aller jusqu'au bout. Au bout du bout, elle a vraiment été jusqu'au boutiste. Est-ce que, voilà, n'importe quelle mère dans cette situation aurait été jusque-là pour défendre ses fils? On ne sait pas, mais elle a vraiment, jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, été jusqu'à commettre des choses pas forcément légales, mais elle y a été. Et franchement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai vraiment beaucoup aimé mon écoute. J'ai été vraiment transportée dans ce roman, mais voilà, j'ai pas été surprise vraiment par ce roman, parce que voilà, Camilla Grebe, elle a pris le même schéma narratif que dans L'Horizon d'une nuit. Alors ça fait que 2 romans que j'ai de cette autrice. Est-ce que les autres romans de cette autrice sont construits de la même manière? Je ne sais pas. Si vous aussi, si vous avez lu d'autres romans de Camilla Grebe, est-ce que, voilà, dites-moi en commentaire si elle suit vraiment le même schéma narratif que dans ces 2 romans-là. Je serais quand même assez curieuse de le savoir. Mais voilà, c'est quand même un très bon thriller. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été vraiment captivée de bout en bout dans ma lecture. Et voilà, ça a été un bon plaisir de lecture malgré tout. Ensuite, le livre audio que j'ai lu, excusez-moi, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Voilà, le petit thé dans la tasse des enquêtes d'Anna Swensen. Ah, attends, on a un chien, ça fait bien. J'ai lu Chute libre de T.J. Newman, dont je vous mettrai ici également la petite vignette. Alors ici, on va être dans un huis clos. Dans un huis clos, dans un avion, je ne sais plus si c'est un Boeing ou... enfin bref, c'est un gros avion de ligne où il y a quasiment 150 passagers. Je crois qu'il y a 150 passagers dedans. Et on va suivre l'histoire du pilote et de tout l'équipage de cet avion. Voilà, le pilote, le commandant de bord quitte sa famille parce qu'il n'était pas, voilà, il va prendre les commandes d'un avion. C'était pas prévu qu'il fasse cette rotation, mais bon, voilà, son patron lui a demandé et il a été obligé d'accepter. Donc il se rend à l'aéroport pour prendre son vol. Et quelques temps avant le décollage, peut-être bien 1 heure avant le décollage, il reçoit un mail de sa femme. Et là, il voit sur une photo, il voit sa femme et ses enfants. Et sa femme est habillée d'un gilet d'explosifs avec un homme qui pose à côté d'elle. Et ils vont se parler par mail et par vidéo. Et l'homme va lui demander de crasher l'avion. S'il veut revoir sa famille vivre, s'il veut que sa famille survive. Et là, Bill, le commandant, il se dit, mais il se retrouve devant un dilemme absolument dantesque, à savoir sauver 150 passagers, sauver son avion, ou sauver sa famille. Voilà. Est-ce que voilà, il va sacrifier 150 personnes pour sauver sa famille, ou est-ce qu'il va sacrifier sa famille pour sauver ses passagers? Et il va très vite trancher dans le vif, à savoir que personne ne va mourir. Il va prendre le parti de ne pas cracher son avion et de tout faire pour sauver sa famille. Donc voilà le postulat de départ. Il ne doit absolument pas parler de ce qui se passe à qui que ce soit dans l'avion s'il veut, s'il veut que sa famille reste en vie. Sauf que Bill, il va essayer de gruger un petit peu la chose et il va expliquer la situation à
à une hôtesse de l'air qui est présente sur ce vol et avec qui il a beaucoup de kilomètres d'heures de vol au compteur avec elle. C'est devenu une de ses amies et il va lui expliquer la situation. Or, cette hôtesse de l'air, elle a un neveu qui est agent du FBI et elle va par texto lui indiquer qu'il se passe quelque chose de grave dans cet avion et que la famille du commandant de bord est en danger. Donc voilà où on en est. Et pendant tout le roman, on va assister à une course contre la montre, à la fois pour sauver la famille de Bill et savoir comment Bill et Joe, l'hôtesse de l'air, vont tout faire pour déjouer les plans des terroristes et éviter que l'avion ne s'écrase. Alors, il y a eu une tension palpable pendant tout le roman. Pendant tout le roman, je me suis posé la question, est-ce que Bill va réussir à déjouer les plans des terroristes? Est-ce que l'avion va se crasher? Est-ce que des gens vont malgré tout s'en sortir? Et quel est le mobile des terroristes? Bon, le mobile des terroristes, on le connaît à peu près, assez rapidement tout de même. Mais voilà, tout le roman va se dérouler sur cette question, est-ce que tout le monde va s'en sortir? Et je peux vous dire que j'ai terminé l'écoute de ce roman, encore une fois, pendant ma sortie running. Parce que j'avais quoi 50 ou 40 ou 50 minutes à faire. Donc je me suis dit, bon, je vais le terminer pendant ma sortie running. Et je peux vous dire que j'ai serré les miches. Parce que forcément, c'était à la fin, à la conclusion. Donc vraiment au moment clé de savoir est-ce que l'avion va se crasher ou pas. Et je peux vous dire que j'ai grandement serré les fesses et j'ai rentré la tête dans les épaules de peur de me prendre l'avion sur la gueule. C'est con. C'est con des fois, hein, les réactions qu'on a quand on écoute un livre audio et quand je pense que j'aurais pas eu du tout la même réaction si j'avais eu le roman dans les mains. Mais là, avec la voix à tout moment, je m'attendais à me prendre l'avion sur la gueule. C'est con, mais j'ai vraiment adoré cette fin qui menait vraiment en apnée. Et ça, franchement, ça ferait un excellent téléfilm. Vraiment, ça ferait un très très bon téléfilm catastrophe mené avec un très bien adapté du roman. Franchement, ça pourrait être quelque chose de super. Et cerise sur le gâteau, quand j'ai écouté les remerciements, j'ai appris que T.J. Newman n'était pas un homme, mais une femme, et qu'elle était hôtesse de l'air. Et donc, elle a souhaité écrire un roman pour rendre hommage à tout le personnel navigant avec qui elle avait travaillé tout au long de ces années, toutes ces hôtesses de l'air, tous ces stewards qui donnent de leur temps pour que le vol de tous ces passagers se passe sans encombre et pour donner un appui aussi au personnel de bord, au commandant de bord et à l'assistant commandant pour que le vol se déroule le plus sereinement possible. Et franchement, c'était génial. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai très peu vu passer sur les réseaux sociaux. Mais voilà, si vous aimez cette ambiance un peu catastrophe, ces huis clos qui se passent dans un avion. Alors sachant que moi je prends l'avion quand même dans 1 mois et demi, je croise les doigts pour ne pas me retrouver dans cette situation. Mais voilà, ça fout un peu les biquettes hein, quand même. Mais voilà, si vous aimez ce genre de roman à suspense, franchement, jetez-vous dessus, que ce soit en audio ou en papier. Mais franchement, je vous conseille la version audio parce que ça vaut vraiment le coup. On est vraiment dans l'ambiance. Et moi, à certains moments, je me suis vraiment retrouvée dans l'avion avec les passagers et le personnel de bord. Et franchement, c'était absolument génialissime. Voilà, je rebois un coup. Alors, comme vous le savez, pendant ce mois de mars, je participe au challenge Les Louves du Polar. Je le rappelle, Les Louves du Polar sont un collectif d'autrices françaises de polar et de thriller qui trouvaient qu'on ne faisait pas assez de place
ces autrices dans la presse, elles trouvaient qu'elles étaient moins mises en avant que les auteurs masculins, ce qui est vrai d'ailleurs. Et donc, elles ont décidé de s'allier et de faire leur promotion à elles seules. Et Agathe Portail en fait partie. Souvenez-vous, j'avais lu l'année dernière, je crois, ou il y a 1 an et demi, ou il y a 2 ans. Enfin bref, si vous tapez Agathe Portail et piqûre de rappel sur ma chaîne, vous retrouverez la vidéo où j'en parle. Piqûre de rappel était le 2e roman d'Agathe Portail avec le personnage de Géraud d'Ambreil. Et donc ici, on retrouve le major d'Ambreil où il est major dans une gendarmerie qui n'est pas la même que dans Piqûre de rappel. Il a comme adjointe une jeune femme, Géraldine Ambrevert, qui, alors le duo, franchement ce duo de gendarmes, il est pas piqué, il est vraiment pas piqué des verres. J'aime beaucoup ce duo. Et on retrouve aussi la tante du major d'Ambreil qui est qui a un petit côté Miss Marple. Elle aime bien se mêler un petit peu des enquêtes de son neveu. Sauf qu'ici, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus en retrait que dans Piqûre de rappel. Donc ici, dans la même veine, on se retrouve dans un petit village où il va y avoir 2 événements qui vont se dérouler en parallèle. Un homme vient de signaler la disparition de sa femme. Sa femme s'appelle Myriam Aupras et elle fait partie de la famille Aupras qui gère la plus grosse tonnellerie de la région. Et il est très inquiet parce que sa femme n'a plus donné signe de vie depuis 2 jours. Et il est très inquiet. Et la gendarmerie enquête sur un meurtre, enfin sur une mort absolument horrible. Une jeune femme a été retrouvée morte dans un chenil, un refuge pour animaux dangereux, pour chiens dangereux, et elle a été retrouvée dans la cage avec dans la cage d'un chien réputé dangereux, et elle a été vulgairement bouffée par le chien. Donc bon, la scène est décrite de manière assez réelle, c'était un peu pas globe du tout. Et donc, du coup, la gendarmerie, le major d'Ambreil et son équipe va enquêter sur cette mort un peu bizarre. Et elle va aussi enquêter sur la disparition de Myriam Aupras. Et ils vont s'apercevoir que la famille Aupras, elle n'est pas si unie qu'on voudrait bien leur faire croire. On a Myriam et Philippe qui sont frères et sœurs, et on a aussi Paul Martin qui a été élevé avec Myriam et Philippe. On va apprendre que il les considère comme ses frères et sœurs, sauf qu'il ne fait pas vraiment partie de la fratrie. Mais ces trois jeunes gens ont été quasiment élevés ensemble et ils se considèrent tous comme des frères et sœurs. Sauf que ils ont grandi. Philippe a sa famille, Myriam a sa famille, et Paul, il a 45 ans. Il est dentiste, il a un cabinet dentaire pas très loin du village, et il a rencontré Aline, qui est assistante dentaire dans son cabinet dentaire, et ils vont se marier. Donc il annonce ça à la famille, et l'annonce n'a pas été non plus suscité vraiment l'enthousiasme débridé de la famille. Et donc on en est là, tout ça s'est passé le soir de la disparition de Myriam, et Myriam n'est jamais revenue. Bref, donc ici on va suivre ces 2 enquêtes, et alors, je l'ai trouvée un peu moins piquante que Piqûre de rappel. C'était un peu ronflant. Agathe Portail a mis plus de temps à mettre en place tous ces éléments de récit. Et à la 2e moitié du roman, ça ronronne moins. Par contre, elle a vraiment mis l'accent sur les personnages. Elle a fait un focus sur Géraud, elle a fait un focus sur Géraldine Ambrevert, et elle a fait un focus aussi sur tous les personnages de ce roman. Et comme je vous dis là, Daphné, la tante de Géraud, est un peu plus en retrait dans l'enquête, et elle y met son grain de sel un petit peu en bout de course.
Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le traitement des personnages. Et le duo que Géraud forme avec Géraldine, elle est brute de décoffrage, elle est rentre dedans, oui, elle est vraiment brute de décoffrage. Hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et d'un autre côté, elle est fragile, elle est maman d'un petit garçon qui a un handicap, un très très lourd handicap, mais ce petit garçon, c'est le soleil de sa vie. Elle peut en parler pendant des heures, de son rire, de son sourire qui lui réchauffe le cœur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant, hyper intéressant, cette double face qu'elle a, que Géraldine a. Et cette double face qu'a Géraud aussi, parce que voilà, il est gendarme, mais on voit dans ce roman qu'il a des souvenirs douloureux qui remontent à la surface et il doit gérer aussi quelque chose avec sa fille. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette dualité entre ces deux personnages qui vivent des choses pas faciles dans leur vie privée et qui se ressemblent beaucoup quand même si de prime abord, physiquement, ils se ressemblent pas beaucoup et de caractère, ils se ressemblent pas beaucoup, mais ils ont beaucoup d'affinités et beaucoup de points communs qu'on apprend à découvrir dans ce roman. Et de la même veine, ça peut se lire à double sens, à la fois vis-à-vis de la famille Aupras et vis-à-vis aussi de ces deux personnages, de ces deux enquêteurs qui sont vraiment de la même veine, même s'ils sont extrêmement différents des deux. Alors, concernant l'histoire, j'ai deviné la fin aussi, comme dans l'énigme de l'Ashtuga. J'ai deviné la fin, mais ça m'a pas coupé mon plaisir de lecture parce que j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'ambiance, j'ai appris beaucoup de choses en matière de tonnellerie, que voilà la façon dont sont fabriqués les tonneaux en bois, ça peut avoir son importance sur la qualité du contenu de ces tonneaux. Alors ça peut contenir du whisky, ça peut contenir d'autres alcools, ça peut contenir du vin bien évidemment, et donc la façon de travailler le bois, la façon de maturer ce bois peut avoir aussi de l'importance sur le goût que peut avoir le contenu de ces tonneaux. Donc franchement, c'est très très chouette, c'est une lecture très très chouette. J'aime beaucoup Agathe Portail, dont je n'ai toujours pas lu la première aventure, L'année du gel, avec le major d'Ambrail. Mais voilà, je vous recommande vraiment ces romans qui sont des romans, des policiers ruraux, qui se déroulent dans la campagne. C'est un peu les cosy mystery à la française. Mais vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup ce que propose Agathe Portail. Ce n'est pas la plus connue des Louves du polar, mais elle gagne vraiment à être connue parmi ces Louves. Et je vous recommande vivement la lecture des romans d'Agathe Portail, dont le prochain ne va pas tarder à sortir s'il n'est pas déjà sorti. Je crois qu'il s'appelle Les Intemporels. Et enfin, je vais vous parler d'un livre que vous n'avez pas vraiment, dont le genre, dont je ne parle pas souvent sur cette chaîne. Il s'agit d'une biographie, la biographie de Kamala Harris, l'héritière, d'Alexis Buisson aux éditions L'Archipel. J'ai reçu ce roman dans le cadre d'une opération masse critique de Babelio, et quand j'ai vu qu'il était proposé, je me suis dit tiens, ça va être intéressant de connaître le parcours de cette femme dont on entend très peu parler dans les médias, dans les journaux télévisés. Le seul moment où on l'a vu, où on l'a aperçu, c'est quand Joe Biden a remporté les élections présidentielles aux États-Unis, où elle est apparue à ses côtés, et c'est la première fois en Europe où on voyait le visage de Kamala Harris. Alors, dans ce livre, Alexis Buisson, qui est un correspondant de presse, correspondant à New York pour beaucoup de journaux, La Croix, Mediapart, La Tribu de Genève, Télérama et Le Point. Donc, il a suivi pendant plusieurs mois l'entourage de Kamala Harris. Et il les a interrogés sur sa personnalité, sur sa vie. Et il a étayé aussi son livre avec beaucoup
vidéos, aussi de citations de livres qu'a écrit Kamala Harris. Et donc, on va la suivre de la rencontre de ses parents en 1960 et quelques. En 1960 et quelques, jusqu'à la consécration, jusqu'à sa victoire aux élections présidentielles avec Joe Biden, son colistier. Donc, on va faire la connaissance de ses parents, de la façon dont la petite Kamala est née, dans quel milieu elle est née, et les réseaux qu'elle a fréquentés quand elle était petite. On apprend très vite que Kamala et sa sœur ont été élevées par leur maman qui était une scientifique de renom, d'origine indienne, et elle a fait énormément de recherches sur le cancer du sein. Et c'était une scientifique. Et elle a élevé ses filles avec la rigueur, toute la rigueur scientifique. Elle les a élevées de manière à ce qu'elles soient armées dans la vie pour ne pas subir le fameux plafond de verre. Parce que ce sont des femmes, et ce sont des femmes d'origine étrangère. Elles sont moitié indiennes, moitié afro-américaines. Donc, évidemment, elles ont la double peine, si j'ose dire, femmes et d'origine étrangère. Donc, elles vont devoir se battre avec d'autant plus d'acuité, d'autant plus de force pour se faire une place dans la vie. Et c'est avec ces préceptes que Kamala va suivre toute sa scolarité. Et on va la suivre pendant sa scolarité. On va la suivre aussi quand elle va intégrer l'université, où elle va suivre des études de droit, de très brillantes études de droit. On va la suivre dans ses débuts dans la sphère professionnelle, où elle a débuté en tant qu'avocate, puis en tant que procureure, puis en tant que district attorney. Elle va appuyer de tout son poids en tant que district attorney pour faire passer des lois afin d'assurer un traitement plus juste des populations afro-américaines. Elle va se battre pour l'éducation des enfants. Elle va faire énormément de choses. Et bien évidemment, dans ce livre, on va avoir tout le parcours de Kamala Harris, tout ce qu'il y a eu de positif dans son parcours, mais également les casseroles qu'elle a aux fesses, tout ce qu'elle a fait de moins bien. Et voilà, il y a des choses à charge et à décharge, comme dans tout procès. Et voilà, on nous montre une femme avec toutes ses convictions, avec sa détermination, mais aussi avec toutes les difficultés qu'elle a pu avoir, toutes les maladresses qu'elle a pu faire aussi, parce que c'est un être humain, ce n'est pas un robot. Et elle a fait des choses dont elle n'est pas très fière, mais qu'elle assume totalement. Et peut-être que elle se lancera dans la prochaine course à la présidentielle en 2024 si Joe Biden ne se représente pas. Elle est présentée comme le nouveau visage des Républicains. Que je dise pas de bêtises, oui, c'est les Républicains. Je ne sais plus. Non, c'est les démocrates, je dis des conneries. Peut-être que ce sera le nouveau visage des démocrates en 2024. Oui, c'est ça, démocrate, oui. Je dis des conneries. Peut-être que ce sera la prochaine présidente des États-Unis. En tout cas, là-bas, beaucoup d'Américains pensent qu'elle peut faire le job, qu'elle a tout à fait les épaules pour devenir la première femme présidente des États-Unis. Peut-être qu'elle nous fera, qu'elle sera la nouvelle Obama. En tout cas, elle a grandement les épaules pour le faire, l'intelligence, et si elle sait s'entourer des bonnes personnes, elle peut créer la surprise. Alors bon, on sait très bien que les Américains sont versatiles. Ils votent aussi dans l'air du moment. Mais
peut-être que cette femme sera le nouveau visage des États-Unis dans quelques temps. N'oublions pas ce visage. Moi, j'ai beaucoup aimé son parcours. J'ai beaucoup aimé la partie, notamment quand elle a fait ses études de droit, bien évidemment, et qu'elle a fait ses premiers pas en tant qu'avocate, en tant que procureur et en tant que district attorney. Je trouve que c'est une partie du système judiciaire américain qui est extrêmement passionnant, et j'ai vraiment été passionnée par cette partie. Alors moi aussi j'ai fait des études de droit, donc forcément ça m'a parlé, et j'ai toujours été fascinée par le système judiciaire américain. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. J'ai beaucoup aimé voilà la façon dont Alexis Buisson a parlé de cette femme avec cette femme, dans toute cette contradiction, dans les valeurs dans lesquelles elle croit, ce qui lui a aussi joué des mauvais tours. Et voilà, c'est pas un portrait 100% lisse, 100% elle est belle, elle est magnifique, elle est formidable, elle va sauver le monde. Non, c'est un portrait vrai, avec les défauts et les qualités de cette femme. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'était hyper intéressant. Et voilà, si vous aimez, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le système politique des États-Unis, sur comment se déroulent les élections, comment est né comment a été créé le poste de vice-président, et si vous voulez peut-être un peu plus connaître cette femme qui risque de faire parler d'elle dans les années à venir, je vous conseille vivement la lecture de ce livre. Voilà, ce Qu'as-tu lu à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans et ces livres. Et si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous savez que c'est extrêmement important pour le développement de la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!